Go, on y va? J'ai un trac fou. Bon, alors, le premier prétexte de cette conférence de traverse, c'est un terrain que j'ai fait sur la marche à Villeurbanne. Et il m'est donné l'occasion ici d'en rendre compte à des Villeurbanais, donc c'est très agréable. Mais en fait, en relisant la conférence, je me suis aperçu qu'elle ne parlait pas que de ça et qu'il y avait un sujet très central qui était assez intéressant et que j'énoncerai ainsi. C'est dans quel niveau de torsion du monde on vit. Voilà. Alors, je vais m'expliquer. Tordre la réalité, c'est normal, on ne peut pas s'empêcher de le faire, on est des êtres sociaux et on vit que dans le monde qu'on se réinvente tous ensemble sans arrêt. Ça, c'est un certain niveau. Tordre la réalité complètement en dehors du collectif, en faire un geste purement individuel, c'est être fou. Bon. Je vous donne un exemple, pour faire l'écart entre les deux, c'est facile. Hein, c'est, vous savez, dans Tintin et le Lotus bleu, y a ce fils qui dit Lao Tzu l'a dit, il faut trouver la voie, moi je l'ai trouvé, c'est très simple, je vais vous couper la tête et vous aussi vous connaîtrez la vérité. La première partie de la phrase, c'est parfait. C'est une interprétation du monde, elle est tordue, normale, mais elle est collective et tout le monde peut y rentrer. La deuxième partie, ça commence à justement virer dans le délire parce que tous ceux qui sont là ne sont pas du tout d'accord avec le fait qu'on va trouver la réalité en se faisant couper la tête. Et de la même manière, on peut, excuse-moi petit moustique, interpréter le... Oh, mais il s'en prend à mon sang. On peut interpréter le monde en disant Zeus pleut quand il pleut. Si tout le monde autour de soi pense que c'est Zeus qui fait la pluie, bon, très bien. Mais dire qu'il pleut pas quand il pleut, ça c'est délirant. Voilà. Et il y a une troisième mouture qui m'intéresse, et c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment la capacité à produire une réalité délirante. Dans le déni total de la réalité sensible commune vécue par tout ou partie d'une population. Voilà. Comment est-ce que par son travail, dans un premier temps, c'est de ça dont je vais parler, et puis par la vie sociale, c'est ce que je vais prendre dans un second exemple, on se rend capable de nier totalement la réalité vécue par le commun, ou par une partie du commun, réalité matérielle et sensible, réalité objectivable et aussi perceptible voilà, par la sensibilité. Bon. Toute petite introduction comme ça. Et donc, alors pour remettre les choses dans leur contexte, moi je suis anthropologue, je bosse pour des institutions diverses et variées qui me demandent de mener des enquêtes sur telle ou telle culture, telle ou telle population, tel ou tel comportement collectif. Et j'ai pris le pli, une fois que j'ai recueilli la parole et que j'ai essayé de la porter, de la défendre avec une institution, de leur apporter à la population avec un tout petit supplément qui est comment est-ce que moi j'ai rapporté ça à une théorie de la des éléments de théorie de la culture, quoi, mettons. Voilà. Donc là, par exemple, j'observe quelque chose à Villeurbanne, je reviens, je livre exactement le témoignage, mais j'y ajoute quelques éléments d'interprétation que je mets en proposition. Bon. Alors, une fois ça dit, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder cette puissance de déni collectif qu'on sait développer, cette capacité à une pensée délirante, c'est comme ça que je vais l'appeler et je vais m'expliquer à ce sujet un peu plus loin, sur deux exemples, une histoire de marche à Villeurbanne et les débats qui ont existé ces derniers temps sur la violence policière raciste. Voilà. On va aborder ces deux choses-là, avec comme point commun au milieu une superbe capacité d'oblitération du réel, de déni du réel, une capacité à faire disparaître un réel vécu en commun. Voilà. Bon, c'est mon défaut, j'arrête pas d'introduire l'introduction de l'introduction, donc après ça prend des plombes. Mais comme vous m'avez dit que j'avais le droit, je fonce. Alors, voilà, c'est ce que je dis. Ah oui, ça va être aussi un peu embêtant parce que
Il se trouve que ces conférences de traverse, c'est comme ça que je les appelle quand je viens rendre le matériau là où je l'ai pris, j'en fais des conférences sur YouTube, j'en fais des conférences avec les gens, et puis j'en ai fait un bouquin qui a été relu, corrigé, amendé, conseillé ici, là. Et donc je vais avoir du mal à me distancer du texte parce que c'est toujours un objet rédigé. Et donc bon, si vous trouvez que j'ai trop le nez dans le texte, vous m'envoyez des cailloux, là, il y en a plein. Voilà, comme ça je me rééloignerai du texte. Oui, ce que je disais, c'est que dans ce petit paragraphe, dans le fond, c'est que j'ai écrit le texte de la conférence bien avant l'histoire de George Floyd et des manifestations du comité Adama. Mais en le relisant pour venir le présenter, je me suis rendu compte de très étonnante similarité dans le déploiement d'un raisonnement, dans le déploiement de comment je peux analyser un fait et l'autre fait. C'est très très surprenant, ça n'a rien à voir, la marche à Villeurbanne d'un côté, de l'autre côté les violences policières faites aux Noirs et aux personnes racisées en France. Ça n'a strictement rien à voir. Le fait est que vous allez voir, de manière très étrange, on peut déployer quasiment exactement le même chemin de pensée. C'est ça qui va apparaître. Bon. Alors là, c'était le coup de Chang, et j'introduisais dans ma conférence il y a fort longtemps le propos suivant en citant l'empereur Marc Aurèle qui disait « Le monde n'est que ce qu'on en pense ». Le monde n'est que ce qu'on en pense, c'est-à-dire effectivement, il n'y a de monde qu'interprété. Voilà. Nous produisons une interprétation du monde, c'est pas grave, c'est ainsi, et selon qu'on interprète le monde ainsi ou autrement, on pensera que le monde est une terre ronde et une terre plate. J'ai vu que vous étiez des fans de Terry Pratchett, donc naturellement un bouclier géant posé sur 4 éléphants ou même posé sur une tortue, mais finalement c'est pas très original. Il y en a d'autres qui ont pensé que c'était sur un behemoth géant, enfin, ou je sais pas quoi, une planète des Shadocks, peu importe. Donc ça, quand on est anthropologue, on ne fait que ça. Rencontrer des cultures différentes qui ont une vision du monde radicalement différente, et c'est ainsi, et c'est un socle commun. On ne peut pas encore l'appeler délire, c'est une interprétation du monde. Tiens, ça, c'est pas dans la conférence du tout, ça me vient comme ça. Quand je faisais un terrain à Alexandrie il y a fort longtemps, en 2006, et que je questionnais avec mes interlocuteurs leur vision du monde, qui était pour l'essentiel très très largement nourrie par l'islam, la vision du monde, de sa dynamique et de l'interprétation de l'histoire, avec un mouvement de l'ouest à l'est, etc., était, de mon point de vue, de la science-fiction, et du leur, la réalité sensible, la réalité sentie. Donc on vit, nous, quand on est anthropologue, nécessairement dans la fiction de l'autre. C'est pas très grave. C'est pas très grave, mais il faut néanmoins admettre que, parfois, la fiction collective se fait au détriment d'une partie de la population et se fait par ailleurs en niant des évidences sensibles partagées par la totalité de la population. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser. C'est pas une question de degré, c'est que certaines pensées du monde se construisent contre. Se construisent pas avec une somme d'interprétation, elles se construisent contre une réalité sociale vécue, documentée, comprise, ressentie, etc. Et c'est ça qui va m'intéresser précisément. Comment est-ce qu'on est capable de s'abstraire ? Comment est-ce qu'on est capable de s'abstraire du réel ? Comme je ne suis pas un moraliste, c'est pas mon métier, peut-être c'est un prochain métier, une reconversion, je ne vais pas essayer de dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Je vais surtout chercher le comment. Comment ça se passe et quels sont les termes qui sont engagés là. Bon. Alors là, j'ajoutais dans ce paragraphe, on pourrait dire des manières autistes de penser le monde, mais ce serait manquer de respect aux personnes autistes, etc. Alors, oui, tiens, ça c'est, on peut le partager, ça. Dans mon métier d'anthropologue, ces visions du monde sont parfois des pièges, en ce sens que si on ne les comprend pas, on ne peut pas répondre aux questions qui se posent. Et le moment où on va chercher à répondre à la question que se pose une institution, que se pose une personne dans une institution, mais en fait on va parler plus franchement, que se pose une institution dans sa manière de penser, c'est la clé. C'est de mon boulot. Si je veux que les clients soient contents, il faut que je comprenne vraiment pourquoi est-ce qu'ils posent la question, que la question soit immédiatement compréhensible et intelligible, ou complètement délirante. Et j'ai souvent affaire à des questions justement qui, parce qu'elles partent d'une raison instrumentale, objectivante, complètement détachée du monde, apparaissent complètement absurdes, tautologiques, débiles. J'ai un exemple qui me vient en tête comme ça.
On est dans une mairie polonaise dans la ville de Łódź. Je rencontre une équipe de la mairie, puis le maire, puis enfin, un certain nombre de services. Et la question qui me pose, je vous la livre comme ça, c'est, voilà, on a entrepris une dynamique de revitalisation du centre-ville. Ça demande d'expulser l'essentiel des habitants. On ne comprend pas pourquoi ça ne revitalise pas. Alors voilà, la direction de la revitalisation, en fait, c'est l'ancien service de recouvrement des impayés. Les gens qu'on chasse à la place, on met des boutiques de luxe, ceux qui restent de toute façon ne peuvent pas venir. On est dans une ville remplie d'usines parce qu'elle a été faite comme ça, la ville de Łódź, pardon. C'est quand même 700 000 habitants. Bon. Et voilà, donc ils arrivent quasiment complètement désespérés parce que leur vision du monde a atteint une aporie, un endroit où c'est complètement bloqué, quoi. Ils n'arrivent plus à penser. Quand on revitalise, ça ne revitalise pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un autre exemple, tiens, je vais prendre des exemples qui sortent un peu des conférences de travailleurs parce qu'une partie du public l'a déjà lu. Donc là, je suis au Kosovo et on est face à des gens qui ont une raison qu'eux imaginent administrative et un peu libérale, et qui est totalement libérale, de comment est-ce qu'on doit administrer, un peu colonial par ailleurs, le Kosovo. Il n'y a rien qui marche. Tout ce qu'ils font pour faire du Kosovo une économie libérale de marché aboutit à des catastrophes. À chaque fois, le modèle où il y a marqué « c'est comme ça que ça marche », ils appliquent « ça ne marche pas ». Voilà. Donc le chômage explose, peu d'industrie s'effondre, les centrales de production d'énergie ne marchent plus, il y a des pénuries tout le temps. Et devant l'écart entre le prescrit appris par cœur dans l'école de sciences politiques et le réel, il y a une souffrance qui naît, et une dissonance cognitive. Ça devrait marcher, ça ne marche pas, ça devrait marcher, ça ne marche pas. Voilà. C'est terrible. Et ça produit deux choses, de la dépression en masse. C'est le rapporteur de l'ONU, rapporteur spécial de l'ONU qui note cette existence de dépression chez ces personnes-là. Et puis un discours général qui consiste à dire que les Kosovars sont des fainéants, sont des mous, des gens qui font exprès, des malhonnêtes, des espèces de... Voilà. C'est à cause d'eux si ce qu'on applique ne marche pas. Bon. Alors, quand on commence un contrat, on nous apporte une question, et il faut réussir à traduire cette question en dehors du contexte où elle a été produite, en dehors de la vision du monde où elle a été produite, parce que parfois il y a juste un mur entre une administration et les gens qui sont gouvernés, mais ça peut constituer des mondes d'écart. Et la même personne d'ailleurs à l'intérieur et à l'extérieur peut être complètement en dehors de son monde. Bon. Donc, en quelque sorte, nous, c'est pour ça que j'appelle ça des traverses, on n'arrête pas de passer de vision du monde en vision du monde. C'est des scènes de l'action sociale qui sont élaborées de manière locale, de manière différente, et on doit faire les traducteurs. Simplement, revenons à l'exemple de Lao Tse. Pourquoi Lao Tse pose problème avec sa psychose? C'est pas parce qu'il interprète le monde qui pose problème, c'est parce qu'il interprète le monde et qu'il veut appliquer son pouvoir sur les autres. Il veut littéralement couper la tête à Tintin. Ça, c'est pas gentil. En fait, se déploie une violence extraordinaire et immaîtrisée dès lors que une vision du monde va vouloir gouverner d'autres espaces en niant totalement ce qui peut être quelque chose comme une expérience commune du monde. Lorsqu'on se donne le droit de penser les bases du politique, les bases de la gouvernance, les bases de la gouvernementalité, les bases du pouvoir, non pas sur une expérience commune, mais sur une expérience en quelque sorte abstraite, non pas au sens de non existante ou dans un sens non figuratif, abstraite au sens abstraite d'une réalité partagée, extraite si on veut bien. Alors quelle question on m'a posée à Villeurbanne? J'y viens. Les questions qu'on m'a posées à Villeurbanne et des gens vraiment charmants et hyper sympas, une petite équipe que je rencontre à l'hôpital de Charpennes. Et la question qu'on me pose, c'est voilà, on voudrait développer une application pour les smartphones dont l'usage résulterait en une augmentation des pratiques de la marche des personnes âgées. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire marcher les personnes âgées plus? On a gagné un prix dans un hackathon, et avec cette idée d'application,
On a des pistes pour la développer. On est en contact avec la municipalité de Villeurbanne, avec les municipalités de certains arrondissements de Lyon. Et nous, ça nous intéresse parce qu'on est des soignants. Il y a une des huiles de l'hôpital qui est là, une gériatre et une chef de projet voilà, qui sont là et qui disent, dans le fond, la littérature scientifique démontre que plus on marche, plus longtemps on vit en bonne santé. C'est tout. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait que c'est bon, on le sait absolument. Si vous marchez plus, vous vivrez plus longtemps, statistiquement en tout cas. Vous avez plus de chances de vieillir plus longtemps en meilleure santé. Ce qui en quelque sorte, pour un soignant, est le Graal. Il n'y a rien qui soit plus désirable. Donc, l'idée est la suivante. Nous allons faire une application qui va faire deux choses. D'abord, mesurer, surveiller en permanence le nombre de pas des personnes. Évidemment, pour pouvoir valider une augmentation. Leur donner des objectifs. Bon. Et évidemment, une fois qu'on s'est mis à penser comme ça, objectif, récompense. Deux types de récompenses. Premier type de récompense, finalement, celle qui découle de l'information. Les personnes ne le savaient pas, mais maintenant qu'on leur a dit, elles savent que si elles marchent, elles vont gagner du temps de vie. Donc ça, c'est la première récompense, la principale dans le fond, celle qui devrait être l'argument décisif. Et par ailleurs, comme on a pensé que c'était pas forcément suffisant, on va les motiver avec de l'argent. Ils vont avoir des bons d'achat. Et on va trouver sur le territoire villeurbanais des boutiques qui vont accepter de donner des bons d'achat en fonction de performance de marche, d'atteinte d'objectifs. Et ce faisant, naturellement, les personnes âgées vont vouloir plus marcher, mais les commerçants ils vont vouloir plus participer parce que ils vont bien se rendre compte que des personnes âgées qui marchent plus, ça revitalise un quartier, etc. Et donc ils viendront plus. Et tout le monde est gagnant. C'est gagnant-gagnant. Voilà. Alors là, vous voyez bien qu'on est dans les limites d'une rationalité qui existe entre des murs où certaines pratiques professionnelles se font. C'est vraiment une certaine manière de penser. À ce moment-là de mon propos, pas de l'histoire parce que je suis déjà en train de leur rentrer dans le chou dans l'histoire, mais de mon propos je ne la critique pas, elle n'est pas du tout idiote leur idée, elle est même plutôt sympa. L'idée qu'on va intéresser le territoire, voilà, et puis on va accompagner les personnes âgées, on veut qu'elles soient plus dans une vie de quartier, c'est plutôt une bonne idée, bon, jusque-là. Simplement, moi je suis obligé de faire mon métier à ce moment-là et d'enlever les couches de vision du monde pour aller sur quelle est vraiment leur question profonde. Alors je leur dis, mais en fond, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut poser des questions bébêtes. Alors on veut qu'ils marchent plus. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour la santé. Et ça, pourquoi c'est bien ? Parce qu'on vit plus longtemps. Oui, mais ça, pourquoi c'est bien ? Et comme ça, jusqu'à épuisement. On commence à énerver un peu d'ailleurs l'interlocuteur. Et tout en leur disant, mais c'est des questions qui sont importantes, parce que si vous n'y répondez pas, vous allez avoir des gens qui ne vont pas marcher plus, et donc vous aurez raté votre histoire, et ça va complètement tomber à l'eau très vite. Ensuite, comment vous allez mesurer la performance ? Avec des semelles remplies de capteurs qu'on va mettre dans les chaussures des personnes âgées. Alors, d'accord, comment est-ce qu'elle les recharge ? En se pliant en deux pour aller tous les matins recharger ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il faut qu'elles y pensent à chaque fois qu'elles sortent ? Bon, voilà, rentrer là-dedans dans le réel, dans le fond. Est-ce qu'elles ne vont pas perdre l'équilibre si on leur donne des semelles qui changent leurs chaussures, etc., etc. C'est des personnes qui ont un équilibre plus précaire que des personnes jeunes, d'autant qu'on avait choisi des personnes fragiles et pré-fragiles. Enfin, c'est des tas de critères cliniques pour sélectionner les habitants de Villeurbanne. Cliniques et sociaux, parce que dans le fond, les quartiers qui avaient été choisis sont pour l'essentiel les quartiers les plus aisés de Villeurbanne. Enfin, en tout cas, pas les plus populaires. Bien. Alors, je suis content parce que je me suis quand même pas mal éloigné du texte. Ça, c'est bien. Et là où on en arrive à une vision qui est, à mon sens, délirante, c'est pas méchant, c'est pas des fascistes qui veulent mettre tous les vieux à marcher au pas, comme ça, une, deux, non, c'est pas ça. Mais là où il y a pour moi une vision qui
ni le réel, c'est quand on arrive à l'énoncé suivante, c'est bon de vivre plus longtemps, donc c'est bon de marcher pour vivre plus longtemps, donc les gens vont marcher plus pour vivre plus, dès lors qu'on prendra le temps de leur faire comprendre profondément que ça marche et qu'on les incite grâce à une surveillance. Voilà. Et là, on est sur un énoncé qui est totalement à côté du réel. Voilà. Et alors c'est un peu triste parce que nous on est là, on dit mais on sait que ça peut pas marcher. Enfin, moi je le sais d'expérience par ailleurs, l'argument du vivre plus longtemps, même d'être en bonne santé, je sais que c'est un argument qui ne se suffit jamais à lui-même. Si j'ai une pratique qui me permet de garder ma dignité, par exemple, et de respecter ce qui me motive profondément et qui fait que je suis moi, etc., bon, ben je vais quand même faire ça plutôt que d'essayer de vivre plus longtemps. Voilà. Donc là, vous voyez dans cet énoncé que je vous ai formulé, hein, c'est bon de vivre plus longtemps, donc c'est bon de marcher pour vivre plus longtemps et on va le faire dès lors qu'on est informé. C'est une série de ce qu'on appelle en sociologie des prénotions, c'est-à-dire des catégories qu'on utilise sans en avoir du tout interrogé les fondements. Bien. Alors, comme c'est des gens sympas et plein de ressources, on arrive patiemment, en prenant le temps de leur démontrer, à remplacer les questions. C'est-à-dire à dire, dans le fond, la question n'est pas du tout de savoir comment amener les personnes à marcher plus en faisant la bonne ergonomie de l'application et en augmentant l'acceptabilité de l'application et grâce à du UX design, là n'est pas la question. La question c'est, le UX design il faut s'en méfier, la plupart du temps quand c'est pas en informatique c'est un art de se passer de l'utilisateur réel. On dit dans le fond, on va intégrer l'expérience utilisateur sans l'utilisateur. Or là, il s'agit exactement de faire le contraire. Donc nous, on va recruter des personnes âgées correspondant aux critères énoncés, donc des personnes fragiles et préfragiles, pour leur poser des questions un peu différentes qui sont comment vous marchez, où vous marchez, pourquoi vous marchez, et puis qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas quand vous marchez à Villeurbanne, et puis bon alors qu'est-ce qui pourrait faire que vous marchiez plus ? Qu'est-ce qui vous fait renoncer à un déplacement à pied ? Qu'est-ce qui vous fait plutôt envie dans un déplacement à pied à Villeurbanne ? Enfin voilà, c'est ce genre de questions-là. Donc partir complètement d'une réalité déjà dessinée, qui est j'ai une application qui va mesurer la performance, qui se suffira à elle-même, je vais la rendre acceptable, enlever tout ça, et regarder pourquoi les gens marchent, comment, qu'est-ce qui les gêne, qu'est-ce qui se passe. Donc en fait, réintégrer le sens commun. Réintégrer ce que je saurais tout de suite si j'étais Villeurbanais, parce que je pourrais y répondre immédiatement. Ce qui est étonnant dans cette histoire-là, c'est que les gens qui travaillent avec nous, c'est des Villeurbanais. Mais dans le cadre de leur boulot, ils ont pu se placer dans une situation où des évidences ont disparu. Ce qui était évident a disparu brutalement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent quand on les interviewe ? Ça ne va pas vous surprendre énormément. Hein. Alors, on a des plaintes habituelles. Il y a beaucoup de trottoirs défoncés, il y a beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas du tout adaptées, qui nous gênent, des petites barrières, les fleurs là, etc. Bon, ça peut être gênant. Oui, donc les chantiers, les trottoirs défoncés, les distances considérables entre des quartiers très différents. Des zones qui donnent l'impression d'être des lieux sans maître et qui leur font un peu peur, il y a des choses comme ça qui viennent. Il y a le fait de ne pas connaître les horaires des bus qui pourraient les ramener quand ils font un trajet. Il y a des tas de réponses qui viennent comme ça. Vous allez voir que c'est plus intéressant sur la question de pourquoi marcher plus. Qu'est-ce qui pourrait motiver à ça ? Puis rapidement, nous aussi, on se promène en fait avec les personnes qu'on interviewe. Hein, donc, on voit des trucs. Il y a ce truc qui était rigolo là, qui vous a fait réagir, c'est qu'on découvre que c'est pas du tout la première tentative de faire marcher plus les Villeurbanais, qu'il y a des totems dans Villeurbanne pour indiquer des parcours de marche qui étaient là pour inciter les personnes âgées à marcher plus. Et regardez quoi, en faisant un peu le planton à la map, on m'a distribué le programme des nouvelles élections là. Donc de l'équipe vers la gauche et les écologistes rassemblés. Et dans ce programme-là, écoutez bien les mots. Donc c'est le point 4 des 15 grandes propositions pour demain. Le développement des déplacements à pied, à vélo et en transport en commun pour réduire la pollution et le bruit avec la piétonisation du quartier de gratte-ciel, la réduction à 30 km/h de la vitesse en ville et la création d'une passerelle vers Saint-Jean.
J'aime beaucoup ce paragraphe-là parce que je ne sais pas s'il est aussi profondément humaniste que le prétend la brochure, puisqu'ils disent qu'ils sont vraiment profondément humanistes. Mais au moins, ils disent, on va faire marcher plus pas parce que c'est bien, parce que par ailleurs, ça permet de réduire la pollution. Voilà. Donc ça, c'est assigner un but. On va essayer d'avoir plus de marge parce que ce qu'on vise, c'est autre chose. Donc déjà, c'est peut-être un petit peu plus malin. Mais comment ? Par la piétonisation. Est-ce que piétoniser, c'est augmenter les pratiques de marche ? Ça, c'est pas du tout évident. Et alors, il y a 2 points qui sont rigolos. Le point 5 et le point 9. Un plan pour mieux intégrer tous les aînés à la vie de la cité, par exemple, avec une offre de logement adaptée, et la création de 5 grands parcs des Berges, une végétalisation de la ville dans tous les quartiers pour la rendre apaisante et respirable et moins chaude en été. Mais c'est là que ça se connecte. Parce que alors ça, on a ça dans les réponses. S'il y a plus d'espace vert, les gens vont plus marcher. C'est aussi simple que ça. Et donc, et à ce moment-là, s'ils marchent plus dans des lieux qui sont communs, tu vas mieux les intégrer à la population. Donc, dans le fond, on peut remixer la somme des éléments pour avoir une réponse qui s'inscrit dans la parole recueillie des personnes âgées villeurbanaises ou des villeurbanais un peu âgés qu'on a interviewés. C'est, dans le fond, faites-nous un environnement et une place plus douce, plus délicate, et on pourra partager les lieux avec vous. Voilà. Alors, j'avance un peu. Oui, alors voilà, là je fais de la littérature. Comme la vie urbaine a dévoré ces pauvres totems, comme elle les a invisibilisés, personne ne les voit, et quand j'en parle aux gens de Villeurbanne, personne ne voit même de quoi il s'agit. C'est super drôle. C'est super drôle, mais vous verrez que retenez bien ce thème, parce que quand je vais vous le dire sur la notion de racisme, ça va sonner différemment. Comment, quand on est dans les dénis, on est capable d'oublier. Comment on peut très rapidement faire l'archéologie des oublis et voir les différentes couches. À quel moment le déni a repris le dessus, et comment c'est vraiment un réflexe pavlovien de développer l'oubli. Et là, ce qui est intéressant, même si on n'est pas moraliste d'après ce que j'ai prétendu au début, c'est quand même assez intéressant de se dire, mais puisque c'est un réflexe, puisque ça n'est pas simplement, circonstanciel, c'est donc que ça correspond à une pulsion chez nous, à quelque chose qui à une logique sociale qui a sa pertinence, sa cohérence et qui doit pouvoir être énoncée clairement. Et donc qu'on doit pouvoir quasiment assigner en tant que cause du déni. Bon alors, ils nous prennent un peu pour des teuteux, les Villeurbanais qu'on rencontre, les Villeurbanaises, on a un peu honte, parce que c'est un peu difficile. On arrive avec des choses à faire au-delà de notre questionnaire qui les font marrer. Comment utiliser une grosse tablette avec des semelles immétables. Finalement, on oublie les semelles, on se retrouve avec une tablette, mais on ne peut pas mettre de puce GPS. Enfin, c'est hyper dur pour la structure la DSI des HCL de se mettre au diapason, d'acquérir la souplesse nécessaire pour s'adapter à ce que voudraient vraiment les personnes. Donc voilà, on perd dans ce process de travail toutes les bonnes occasions de rencontrer la culture locale. Prenez par exemple le RIS, ils nous font l'amitié de nous accepter à participer à leurs ateliers d'initiation à l'informatique. Et ils nous disent, prenez la parole, prenez le temps, montrez, il n'y a pas de souci, faites-le. Et on est dans un lieu qui est justement, qui a comme vocation sociale de travailler sur la culture ouvrière, de travailler sur la culture par rapport à l'immigration, de travailler sur vraiment les spécificités culturelles de Villeurbanne. On n'en parle pas. Alors que les personnes âgées, vous allez le voir dans la partie après, nous disent, nous, une des raisons qui pourrait nous motiver à marcher plus, c'est si au lieu d'aller à un point B, on était continuellement informé, sur demande en quelque sorte, par notre tablette, de où on est, quelle est l'histoire de tel bâtiment, comment ça s'est passé, si on faisait plus parler finalement le patrimoine. Et là, nous on est obligé par protocole de zapper totalement cette question. On leur demande, est-ce que s'il y a 2 questions, ça va? S'il y a 3 questions, est-ce que c'est pas trop compliqué sur le même truc? Enfin, vous voyez, on travaille l'ergonomie. Et nous, on a des trous dans nos questionnaires pour avoir ces réponses-là qu'on finit par avoir. Mais le travail avec la DSI et la culture d'entreprise qu'il y a là-dedans est complètement, presque hermétique. L'équipe avec qui on travaille, ils nous entendent, ils nous écoutent, ils ont envie de bouger les choses. La chef de projet, elle est virée au bout d'1 an.
Et elle est remplacée par un type absolument charmant et aussi admirable qu'elle qui laisse tomber le bébé avec le bébé juste après. Parce qu'il n'y a pas de place dans cette institution pour faire remonter ce qui fait la spécificité de la vie là et ce que signifie marcher, dans le fond, marcher plus à Villeurbanne. Donc voilà, finalement, grâce à ce prétexte de questionnaire, on finit par rencontrer les gens. Bon, bah, ils nous parlent du passé, des usines, de l'usine Bailly, des cahiers. Il y en a un qui nous parle des premiers cahiers de doléances qui ont été écrits sur je ne sais pas quelle île, pas loin d'ici. Enfin, c'est quelque chose qui... Ils nous font rentrer énormément d'informations et à un moment donné, voilà, ils veulent plus de nature, mieux connaître l'offre. Et pour marcher plus, qu'est-ce qui pourrait les motiver, les grands-pères et les grands-mères? Bon. Et ben que l'application qu'on leur donne leur permette, je vais commencer par ça parce que c'est le plus rigolo, de baiser plus. Ils veulent faire des rencontres. Voilà. Ils veulent que pouvoir avoir un truc de rencontre qui soit discret, ça serait pratique, ça irait plus vite. Ils veulent savoir où est-ce qu'il y a des parties de bridge, des parties où est-ce qu'il y a des thés, où est-ce qu'il y a des apéros, que font les copains, etc., etc. Ils veulent en savoir beaucoup plus sur les transports. C'est-à-dire, ça c'est marrant, c'est paradoxal. Si je sais que je peux marcher loin, si je sais exactement comment je vais rentrer. Donc il faut que les TCL fonctionnent. Ils n'ont pas du tout envie, mais pas du tout de bons d'achat. Ça ne les intéresse pas du tout. En revanche, ils seraient d'accord pour qu'on leur donne des bons d'achat à donner à d'autres. Donc par exemple, si on leur donnait la possibilité de donner des bons d'achat à leurs petits-enfants. Alors ça les ferait marrer parce que ça les valoriserait d'une certaine manière. On se retrouve dans un truc de calcul de réciprocité ou d'échange. Alors là, ça commence à les intéresser. Mais c'est littéralement pour aller jouer au bridge, au loto, pour avoir des aventures, pour connaître mieux la vie culturelle, pour être plus là. Bon. Alors anthropologiquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Alors, au départ du projet, on considère un espèce, moi j'appelle ça un homo ambulette. Il y a l'homo erectus, l'homo sapiens, et puis juste après il se met à marcher. Et en fait, c'est tellement dans son essence de marcher, il s'entretient en marchant, qu'il est capable de marcher, pour être en bonne santé, et puis c'est tout. À la fin de l'étude, on a un homo villeurbannis, qui veut marcher pour ses petites affaires du quotidien, pour promener le chien, pour aller voir la famille, pour le plaisir, pour apprendre, pour jouir, pour partager, et même peut-être simplement pour déambuler. Alors évidemment, on ne peut pas produire la même chose pour l'homo ambulette et pour l'homo villeurbannis, ça ne fonctionne pas du tout. Bon. Parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde. Et il faut donc que la direction des services informatiques nous produise une application qui permette dans la vie de trouver plus d'amourettes, d'aller plus souvent voir les copains ou la famille, de mieux bouffer, de jouer, de mettre en valeur le patrimoine. Voilà. Ce qui est littéralement totalement impossible. Et les semelles connectées, censées mesurer le nombre de pas pour mesurer la récompense, peuvent aller à la poubelle de la petite histoire, puisqu'elles sont parfaitement anecdotiques dans ce qui est recherché par ces personnes-là. En fait, la santé a disparu. La santé a totalement disparu de cette histoire. On parle pourtant de personnes qui sont toutes fragilisées, vraiment, et qui souffrent de leur santé, qui sont atteints dans leur autonomie par leur santé au quotidien. Et pourtant, c'est vivre plus, vivre mieux, mieux vivre ce qu'ils veulent vivre eux. Voilà. Bon. Alors, je finis un peu sous forme un peu littéraire, donc je vais peut-être vous lire ça, tiens, c'est pas très long. Donc voilà. Pour le dire autrement, une application permettant des déambulations rêveuses qui se transforment comme par magie en aventure amoureuse, en embardée de camaraderie, en vie familière, en visite familiale, en bonne tablée et en jeu. Bon, il y a là de l'impensé, de l'impensable. Mais il se trouve qu'un peu par miracle, la personne qui a monté l'étude au HCL, la responsable du projet, est une femme extrêmement dynamique, souple, intelligente, à la fois humble et volontaire. Elle sera donc licenciée au beau milieu du projet. Elle essaiera de porter ce changement d'optique, mais en vain. Le suivant, qui a à peu près les mêmes qualités, c'est vraiment une espèce de conjonction de faits tout à fait intéressant. C'est parce que tout ça devait finir en start-up formidable, il y avait un grand projet. Il se trouve qu'à un moment donné, le TNP, le théâtre, décide d'offrir des places. Ils sont d'accord pour offrir des places à ce projet-là. Donc on a des places pour les personnes âgées. Et même après plus d'1 an de projet, on leur avait tout bien expliqué ça. Ils décident d'en faire des carottes, des récompenses. Voilà.
Et à ce moment-là, on leur dit, mais c'est pas possible, attendez, reprenez. Et là, ils entendent, elle dit, ah oui, c'est vrai. Alors on va juste les donner. On va juste les donner et les gens vont aller au théâtre et ça les fera marcher. Mais pour en arriver là, on a pris des chemins, pris des discussions, pris des conflits qui ont éteint totalement le projet. Parce que la confrontation avec un réel social, vécu, réel, existant, etc., a rencontré une vision du monde qui se fait à côté du monde et qui veut rester à côté du monde. Voilà. Bien. Morale de l'histoire, quand on ne sait pas entendre, on ne peut pas aider. Il y a une morale de l'histoire, c'est terrible. Alors une fois qu'on a dit ça, on va reprendre l'architecture de ce propos-là et on va l'appliquer aux, vous allez voir, ça va être étonnant, aux violences policières racistes. Ça paraît bizarre, hein. Alors j'ai commencé par dire que, voilà, je vais faire des remarques sur des fictions collectives, sur le fait que le monde n'est que ce qu'on en pense, que le fruit d'une négociation consciente et inconsciente sur ce qu'est le réel. Il faut retourner dans le champ de la politique de la marche, là. J'ai un exemple comme ça, vraiment très très rigolo. Comment on peut s'enfermer dans son monde. Alors, j'étais avec des gens très très sympas, des Silor. Les Silor, c'est une marque de fabrication de verre, c'est le leader mondial des verres, tout ça. Et alors on m'avait demandé de leur remuer le cerveau pendant une matinée, et après on allait manger. Et il me disait, mais c'est fou ce que tu nous dis sur les personnes âgées, parce que c'était une étude sur, voilà, c'était d'ailleurs, parce que c'est des gens qui ont de l'argent, ils peuvent se permettre des études qui n'ont pas immédiatement de visée industrielle. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec leur vue après 85 ans, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec leur vue? On ne le sait pas, on n'arrive pas à connaître, on n'arrive pas à comprendre, et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment il le dit? Donc je leur parle des personnes de 85 ans que j'ai interviewées, tout ça, et plus. Puis à la fin, ils nous disent, oui, mais nous, on a besoin d'apport de l'extérieur parce qu'on n'en voit jamais des personnes âgées. Alors je dis, j'essaie de rester poli au début, je dis, on est dans un resto à ce moment-là. Je dis, mais peut-être, je sais pas, votre grand-mère, votre grand-père. Oui, mais ils sont loin, on les voit pas, puis ils sont comme ça, puis c'est des cas individuels, on les rapproche. Et je lui ai dit, mais vous mangez tous les jours dans ce resto. Et on était entouré peut-être de 20 personnes de plus de 75 ans. C'est-à-dire qu'ils baignaient au milieu des personnes âgées, ils étaient capables de dire, on ne voit jamais de personnes âgées. C'est-à-dire que c'est pas seulement que les mondes vivent côte à côte, représentés par des personnes différentes, c'est que nous sommes capables de faire abstraction du monde vécu dans tel autre commun quand on est dans un autre collectif, on change de monde en quelque sorte, et il arrive, et j'ai essayé de produire 2 cas, un avec une charge politique plus importante, mais enfin je pense que c'est la même disposition qui est à l'œuvre. De nier en soi l'expérience commune. Et quand je dis qu'il y a une charge politique plus importante du côté du racisme, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Quand on fait des politiques qui amènent plus de 700 000 seniors, personnes âgées, anciens, comme on voudra bien les appeler, à être maltraités massivement, si ce n'est torturés dans des lieux de privation de liberté qu'on appelle les EHPAD. Bon, j'exagère, je dis les choses trop brutalement, mais enfin, maltraités, pour certaines torturés dans des lieux qu'on appelle les EHPAD. Ça c'est une décision qui est faite d'abord sur le papier, etc., sur une idée du bien vivre, du bien vieillir, des conditions, etc. C'est pareil, c'est s'extraire totalement de la réalité et bon, ça amène à des catastrophes humaines tout aussi difficiles, tout aussi dures enfin, bon. Donc voilà, dans le fond, très joyeusement en vous parlant des politiques de la marche à Villeurbanne, j'avais envie de vous amener aussi sur notre réflexion sur notre capacité à nous abstraire du réel sensible et commun. Voilà, dans telle ou telle disposition. Voilà, moi j'ai fini. Hop. Oh, non, et on est entre nous là. Oh. T'as jamais lu Pratchett, c'est ça? Si, bien sûr. Si, ouais. Pourquoi? Ça fait penser à la mort un peu, tu sais. Qui se balade, en fait, qui est visible, mais vu que
les gens ils veulent pas la voir, ils la voient pas. Ah ouais. Mais ah, puis il y a celui qui est. C'est pas dans. Tu sais, l'histoire d'Olive Wed, là, où il y a Ouais. des petits dieux qui se promènent dans le monde et comme plus personne croit en eux, ils sont tout petits. Oui, oui, ça c'est rigolo. Non, mais moi ça m'avait marqué cet exemple de la pluie. Zeus pleut. Parce que. Pas prendre. Ou les danses de la pluie, d'ailleurs, on pourra mettre ça de ce côté-là. Dans la plupart des cultures traditionnelles, il y a des interprétations du monde qui nous paraissent folkloriques, baroques, bizarres, fruits de l'imaginaire au lieu d'être fruits de... Mais en même temps, elles sont beaucoup plus conscientes de leur rapport bricolé au monde que nous. La plupart des Français que j'ai interviewés sur la question pensent que, par exemple, il y a eu le Big Bang. Ils n'en savent strictement rien. Et l'état de la science sur le Big Bang et les apories, les lieux où en fait on sait qu'on ne sait pas à partir de tant de millions d'années, etc. Ils ont complètement... En fait, c'est de la fiction totale, leur idée du Big Bang. En fait, ils en ont une idée totalement bricolée, sauf qu'ils ne savent pas qu'elle est bricolée. Voilà. Tandis que le Hopi qui danse la danse de la pluie, s'il pleut après, il ne pense pas du tout que c'est parce qu'il a dansé. Il a fait la danse de la pluie parce qu'il voulait manifester qu'il avait envie qu'il pleuve. Donc on a un rapport comme ça... On vit dans des fictions. On ne vit que dans des fictions sociales élaborées collectivement. Certaines fictions ont pour caractéristique de se baser sur une négation, un déni de l'expérience commune, une abstraction par rapport à ça. Et moi, c'est ce qui m'avait frappé dans cette histoire villeurbanaise. Comment quelqu'un peut imaginer qu'on va faire marcher plus des gens avec des petites attributions comme ça, une petite carotte financière, et en leur disant tu seras en meilleure santé. Comment est-ce qu'on peut ne pas avoir soi-même d'expérience de la marche, telle qu'on sait très bien que c'est pas pour ça qu'on marche. À la rigueur, pour avoir un plus beau cul, pour pouvoir draguer pendant l'été, je sais pas, pour pouvoir montrer qu'on a marché plus que le collègue, voilà, des choses comme ça. Et ça s'expérimente très facilement. Par exemple, tu donnes des capteurs de podomètres à des ingénieurs d'une quelconque direction de service informatique et tu attends un petit peu. Et il se tire la bourre au bout de tout de suite en fait. Le lendemain. Et toi t'as fait combien? Moi j'ai fait tant, moi j'ai fait tant. Et voilà. Et là, mais c'est pas plus sérieux ou moins sérieux que d'autres manières de vouloir marcher plus. C'est tout simplement qu'on retombe là sur une raison à peu près humaine et qui correspond à peu près à ce qu'on vit, à ce dont on peut parler et qui va faire sens. Voilà. Je m'attendais pas à ce que Terry Pratchett arrive aussi vite dans la conversation.